Une maladie rare s'abat sur une ville de Nouvelle-Angleterre et s'attaque aux enfants. Je savais qu'elle courait de grands risques de mourir. Les médecins sont aux prises avec cette maladie meurtrière qui détruit le corps de leurs patients. Malheureusement, les enfants meurent en l'espace de quelques heures, peu importe ce que l'on fait pour les sauver. Il faut absolument trouver la source de ce mal pour éviter l'épidémie qui pourrait s'abattre sur les enfants d'une ville tout entière. Lawrence, au Massachusetts, à 2 heures du matin, le 3 mars 2000. Le docteur Michelle Harris soigne une jeune fille aux symptômes étranges. Sa température était de 40,5 degrés, ce qui était assez élevé. Il n'y avait aucune source d'infection évidente. A priori, elle n'avait qu'une forte fièvre et se sentait faible. Le docteur Harris remarque alors quelque chose d'anormal. Elle avait un petit point rouge sur son épaule de la grosseur d'un point fait au crayon. Ses parents ne l'avaient pas remarqué. À cause de la forte fièvre et du petit bouton, j'ai décidé de me mettre à la recherche d'une source d'infection dans son sang. Le docteur Harris prescrit des antibiotiques à la fillette, mais elle doit attendre les résultats d'analyse pour savoir de quoi elle est atteinte. Quelques instants plus tard, une autre patiente aux symptômes identiques se présente à l'hôpital. Kayla Saint-Pierre, 11 ans, est admise d'urgence au Lawrence General Hospital. L'infirmier Rick Westever, qui évalue les patients à leur arrivée, est inquiet en voyant les étranges symptômes de la patiente. Son corps était couvert de taches violacées. Elle n'avait pas l'air d'aller bien du tout. Elle était dans un état léthargique et très faible. Elle parlait peu. Je lui ai posé quelques questions en la regardant dans les yeux, mais elle ne m'a pas répondu. Elle ne faisait que me regarder et répéter « Papa, j'ai mal ». Westever court chercher le médecin. Rick, l'infirmier à l'évaluation, est venu me voir, l'air inquiet. Il m'a demandé si j'avais déjà eu un cas de forte fièvre accompagné de nombreuses taches violacées. Mon cœur s'est arrêté et j'ai dit « C'est vraiment ce que vous avez noté ?» Pour le docteur Harris, il n'y a pas de doute possible. Kayla court un grand danger. Elle semblait très faible. Elle était blême. Il y avait déjà des taches violacées plus ou moins grosses partout sur sa peau. Le docteur Harris reconnaît ces taches. Ce sont des pétéchies. Elles sont causées par la rupture de vaisseaux sanguins sous la peau. Ces taches sont le symptôme d'une maladie à l'issue fatale. Cela signifiait que certains organes ne recevaient pas assez de sang puisque le sang formait ces taches. Ce qui causait cette éruption provoquait par le fait même des problèmes importants aux organes. Le mal qui s'en prend à Kayla essaie de la tuer en ciblant ses principaux organes et en coupant la circulation à ses extrémités. Ses jambes sont froides au toucher et leur pouls est très faible. Pour le docteur Harris, les symptômes de Kayla sont le signe d'une maladie rare et mortelle, la méningite à méningocoque. L'infection atteint la membrane qui recouvre le cerveau, la fait enfler et peut causer des dommages irréversibles. La maladie devient encore plus virulente lorsqu'elle atteint le système circulatoire et provoque une infection partout dans l'organisme, une septicémie. Pour en déterminer l'étendue, le docteur Harris pratique une ponction lombaire. Le liquide que nous avons prélevé était trouble. Normalement, il est clair comme de l'eau. Dès que j'ai vu ce liquide, j'ai compris qu'elle était atteinte de méningite. Cette maladie est très dangereuse, très menaçante. À en juger par son état léthargique,
On pouvait voir qu'elle n'était pas atteinte que de méningite, mais qu'elle était déjà dans un état de septicémie, c'est-à-dire que tout son corps était envahi de germes. Notre but, c'était de la réanimer aussi agressivement que possible, mais elle était déjà dans un état critique. Depuis qu'elle était arrivée, la maladie avait déjà énormément progressé. L'une des caractéristiques les plus dangereuses de la méningite, c'est qu'elle ne présente d'abord que les symptômes d'un simple rhume ou d'une grippe, mais qu'elle peut dégénérer en maladie mortelle en l'espace de quelques heures seulement. Le docteur Harris demande aux parents de Kayla de lui décrire les premiers symptômes de la maladie de leur fille. À peine 18 heures plus tôt, Kayla a eu une légère fièvre, mais elle tenait à aller à l'école quand même. Plus la journée avançait, et plus elle se sentait mal. Quand je suis rentrée de l'école, je l'ai vue étendue sur le canapé. Elle écoutait des dessins animés. Elle ne semblait pas dans un état anormal. On aurait simplement dit qu'elle couvait quelque chose comme un rhume ou une grippe. Mais ce n'était pas une grippe. Seulement quelques heures plus tard, Kayla en est rendue à devoir lutter pour rester en vie. Quand Kayla s'est réveillée au cours de la nuit, il y avait déjà des taches sur son corps. Elle avait de la difficulté à marcher et à respirer. Elle a réveillé nos parents et ils sont immédiatement partis à l'hôpital avec elle. Le docteur Harris annonce le triste pronostic aux parents de la fillette. Je crois que c'est injuste de ne pas tenir la famille au courant dès le début. Je leur ai annoncé qu'elle était dans un état de septicémie avancée et qu'elle souffrait de méningite. Je leur ai également dit que son sang était anormal, qu'elle était victime d'hémorragie par endroits et que son sang se coagulait en d'autres endroits. Selon mon estimation, elle avait 50% de chances de mourir de cette maladie. À l'hôpital de Lawrence, les ressources pour sauver Kayla sont limitées. La maladie de Kayla était à un stade si avancé qu'elle devait obtenir le niveau de soins et d'observation le plus élevé possible. Il n'y a pas d'unité pédiatrique au Lawrence General, mais il y en a plusieurs à Boston. L'hôpital pour enfants est le meilleur. Le transport de Kayla est toutefois risqué. Elle est si faible que les médecins craignent qu'elle ne survive pas au voyage. On l'a intubée, on lui donnait plusieurs antibiotiques sous perfusion. De plus, on maintenait sa pression artérielle en lui donnant des vasopresseurs. Les parents de Kayla assistent impuissants à son transfert en ambulance. Ils craignent de ne plus jamais la revoir en vie. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ils étaient en train de sortir Kayla de la chambre en civière pour la mettre dans l'ambulance. Son corps était couvert de taches violacées. C'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue de ma vie. C'était traumatisant. Maintenant que Kayla est en route pour Boston, le docteur Harris peut se consacrer à l'autre patiente qu'elle a vue une demi-heure avant l'arrivée de Kayla. Hey Jessica, how are you feeling? Plus tôt, la jeune fille n'avait qu'une minuscule tache violacée sur l'épaule. How are you feeling? Maintenant, son mal a pris de l'ampleur. En l'examinant, j'ai trouvé d'autres taches, ça et là. Après l'examen, j'ai soudainement pris conscience que nous avions probablement affaire à un autre cas de méningite. Le docteur Harris appelle la pédiatre de la fillette, le docteur Lilia Guerra. Celle-ci est préoccupée dès qu'elle voit les signes vitaux de l'enfant. Sa tension artérielle était tout juste suffisante. J'ai alors eu peur que sa méningococcie ne progresse et qu'elle ait une réaction aux antibiotiques qui pourrait faire tomber sa tension artérielle et faire augmenter son rythme cardiaque. Les médecins savent que les cas de méningite à méningocoque sont rares. Par année, on compte 75 cas au Massachusetts et 2600 aux États-Unis. Mais ces deux cas dans le même hôpital, le même soir, ne peuvent être le fruit du hasard. Nous avons tout de suite craint qu'il ne s'agisse d'une épidémie.
Le fait que 2 enfants infectés arrivent ici dans l'intervalle de quelques heures était très inhabituel. Il nous est apparu évident qu'il devait s'agir d'une source commune, mais nous devions tenter de la trouver. Le département de santé publique est averti. La nouvelle a alarmé tout le monde. Un seul cas de cette maladie rend les gens nerveux, mais 2 le même jour, c'est encore pire. Pendant que Kayla Saint-Pierre est en route vers l'hôpital pour enfants de Boston, les pires craintes de ses médecins prennent forme. L'état de Kayla se détériore rapidement. Sa tension artérielle et ses signes vitaux chutent brusquement. L'ambulance a à peine le temps de s'arrêter qu'on emmène l'enfant de toute urgence aux soins intensifs. Elle avait 2 problèmes importants. Elle était en état de choc, ce qui signifie que sa tension artérielle ne permettait pas au sang de circuler dans ses organes et ses extrémités, comme ses mains et ses pieds. L'autre problème, c'était que ses poumons étaient atteints. La bactérie avait envahi tout son corps et libéré une toxine. En réagissant à cette toxine, son système sanguin avait cessé de fonctionner normalement et son sang s'était mis à coaguler. L'organisme de Kayla s'attaque littéralement à lui-même. Des caillots empêchent le sang de circuler dans ses mains et ses pieds. Comme la méningite est souvent mortelle quand elle s'attaque à un enfant, les médecins craignent le pire pour la petite Kayla. On n'a plus de temps devant soi. Malheureusement, une partie des enfants infectés meurent dans les 6 à 8 heures, peu importe ce que l'on fait. Et nous ne sommes pas parvenus à faire descendre ces statistiques, malgré les soins que nous prodiguons aux enfants. Nous ne comprenons pas très bien pourquoi nos efforts ne changent rien. Nous essayons de maintenir leur tension artérielle et d'aider leur système respiratoire. Nous étions par conséquent très inquiets de ce qui arriverait à Kayla, parce qu'elle était gravement atteinte. Elle avait l'air à 2 doigts de la mort. On nous a dit qu'elle ne s'en sortirait sans doute pas. Nous étions sous le choc. Nous ne comprenions pas comment ce qui ne semblait être qu'une simple grippe avait pu atteindre de telles proportions et devenir aussi dangereux. S'il y a une source commune aux 2 cas, d'autres personnes ont pu y être exposées. Il est impossible de savoir combien d'entre elles sont contaminées et transmettent sans le savoir cette bombe à retardement. À Lawrence, au Massachusetts, le tueur invisible qu'est la méningite rôde dans la ville, s'attaquant à de jeunes enfants. Deux fillettes luttent maintenant contre la mort. Les médecins craignent par-dessus tout que la bactérie n'ait déjà infecté d'autres enfants qui ne présentent pour le moment que des symptômes grippaux, symptômes qui ne tarderont pas à devenir mortels. Tous ces enfants pourraient se retrouver dans le même état que Kayla en quelques heures seulement. Pour se prémunir contre une éventuelle épidémie, on doit trouver la source du mal. Les médecins se mettent à la recherche de liens entre les 2 fillettes en interrogeant leurs parents. Ils apprennent alors qu'elles fréquentent la même école. La nouvelle nous a inquiétés parce que ces jeunes filles avaient eu de nombreuses interactions avec d'autres enfants. Elles avaient pu infecter beaucoup de personnes et les conséquences pouvaient être désastreuses. Avant que l'école n'ouvre ses portes, les médecins appellent la directrice de l'établissement pour l'aviser des dangers que courent ses élèves. Le médecin des urgences de l'hôpital m'a annoncé que 2 de nos élèves étaient atteintes de méningite et que l'une d'elles mourrait sans doute avant la fin de la journée. La directrice doit rapidement prendre une décision car l'épidémie peut se propager. Les 550 étudiants de l'établissement doivent commencer leur journée dans moins d'1 heure. Un nombre indéterminé de ces enfants sont peut-être même déjà porteurs de la bactérie. Il est également possible que la bactérie mortelle soit déjà présente dans l'école.
Les autorités de l'établissement demandent aux médecins de quelle façon la maladie mortelle se transmet. La méningococcie est causée par une bactérie spéciale qui se loge dans le nez de 5 à 10% des gens qui ne présentent aucun symptôme. Nous ignorons pourquoi certaines personnes en deviennent aussi malades. La bactérie mortelle est transmise par les porteurs à l'occasion d'éternuements, de toux ou par la salive. Elle ne peut survivre que quelques minutes à l'extérieur du corps humain. Mais quelques minutes suffisent largement aux tueurs microscopiques quand il s'agit d'enfants qui se partagent tablettes de chocolat, boissons gazeuses ou un objet aussi anodin qu'un tube de brillant à lèvres. Si la méningite est présente, ces activités peuvent devenir fatales. À l'école, la directrice prend toutes les précautions possibles. On nettoie les toilettes et on coupe l'eau de toutes les fontaines au cas où la bactérie s'y serait logée. Pendant que la direction de l'école attend l'arrivée des élèves, l'état de la deuxième fillette atteinte de méningite empire. Le docteur Guerra est presque au bout de ses moyens. Il faut tenter le tout pour le tout. Je me suis dit qu'elle serait plus en sécurité dans un établissement où l'on pourrait lui donner les soins intensifs, lui apporter le soutien cardiovasculaire et respiratoire dont elle avait besoin. Nous devions absolument la transporter dans une unité de soins intensifs. La fillette est transportée à l'hôpital pour enfants de Boston, tandis que ses copines de classe arrivent à l'école. Nous devions savoir si les élèves avaient été en contact avec les enfants malades. Nous devions alerter les parents et les professeurs aussi. Tous devaient rester ensemble. La meilleure solution était donc de ne pas fermer l'école. Plus vite on identifiera les enfants porteurs de méningite, moins d'entre eux risqueront de tomber malades comme Kayla Saint-Pierre. Celle-ci, malgré les efforts des médecins, semble perdre la bataille contre la maladie. On a dû la mettre sous dialyse car ses reins ne fonctionnaient plus. Ses mains et ses pieds étaient violacés. Cela montait jusqu'à ses genoux. On ne sentait plus le pouls. On a déjà essayé des traitements comme de donner des anticoagulants pour permettre à la circulation de se rétablir. Mais ça n'a jamais eu d'effet, du moins jusqu'à maintenant. Kayla est dans un état critique. La fillette lutte pour rester en vie. Nous avions peur que Kayla ne s'en sorte pas, parce que nous avions beaucoup de mal à maintenir sa tension artérielle et le taux d'oxygène adéquat. Les médecins ont dit qu'elle ne s'en sortirait sans doute pas et que nous devions nous préparer à cette éventualité. Ses chances de s'en sortir étaient très minces. Les autorités de la santé publique veulent tout faire pour protéger les autres enfants. Ils craignent que la source du mal invisible ne se trouve à l'école. Mais ils n'ont pas la moindre idée de l'endroit où il se tapit. On nous a demandé à quel endroit les enfants mangeaient, si les enfants de première année mangeaient en même temps que ceux de troisième année. Je leur ai répondu que non. Chaque niveau prenait ses repas isolément des autres niveaux. Ensuite, ils ont voulu savoir si les enfants prenaient tous leur récréation en même temps. Là encore, ma réponse était non. Autrement dit, les deux fillettes n'ont jamais été ensemble. Elles n'ont eu aucun contact direct l'une avec l'autre. Mais il y a quantité d'endroits où elles ont pu transmettre la bactérie meurtrière à leurs camarades de classe, leurs amis et leurs familles. Nous avons dressé un plan de tous les endroits que fréquentaient ces fillettes pour tenter d'identifier avec qui elles avaient été en contact. Nous avions également besoin des feuilles de présence pour savoir quels enfants n'étaient pas venus à l'école ce jour-là. Nous avons appelé les parents de tous ces enfants au cas où il y aurait eu d'autres cas d'infection. Toutes les personnes qui ont été en contact avec les deux victimes doivent immédiatement se soumettre à une antibiothérapie en espérant que le médicament tuera le méningocoque qui se cache dans leur organisme.
Mais le traitement ne garantit rien. Certaines personnes peuvent être en parfaite santé toute leur vie, puis contracter la méningococcie et mourir dans les 12 heures, malgré le fait qu'elles aient consulté un médecin et commencé le traitement. Sur les 550 élèves de l'école, 82 enfants et 7 employés ont pu être en contact avec les fillettes infectées. Ils ont appelé directement les parents et leur ont demandé d'emmener leur enfant pour qu'ils consultent sans tarder son médecin de famille. Il y avait des centaines de patients dans les urgences et les cliniques qui demandaient à être traités ou à être examinés pour qu'on puisse déterminer s'ils avaient été exposés à la méningococcie ou non. Bien vite, les antibiotiques viennent à manquer. C'est la seule arme dont on dispose pour contrer la bactérie meurtrière. Il faut en obtenir de nouveaux stocks le plus rapidement possible. Nous sommes arrivés à nous faire livrer à Lawrence les réserves de rifampin de l'État. De plus, au cours du week-end, les pharmacies ont obtenu du rifampin et du ciprofloxacin en quantité suffisante. Les parents sont terrifiés à l'idée que la bactérie mortelle se terre quelque part dans l'école et qu'elle a peut-être commencé à infecter leurs enfants. Le dimanche matin, aux urgences du Lawrence General Hospital, soit 2 jours après l'arrivée des 2 fillettes, la tragédie survient de nouveau quand on amène une 3e fillette malade. Jamais je n'oublierai l'arrivée de cet enfant. Il y avait beaucoup de gens qui se présentaient aux urgences, mais dans ce cas-ci, toute l'équipe a été en alerte en la voyant. Le père la transportait dans ses bras. Son corps était complètement affaissé. Elle ne réagissait plus. Elle est couverte de taches violacées. Dès que le docteur Gorey la voit, il sait qu'il n'a pas une minute à perdre. C'était un de ces cas où l'on croyait déjà que la fillette allait nous mourir dans les bras. Elle ne réagissait à rien. Le symptôme le plus évident était cette tache que j'ai remarquée tout de suite. Le docteur Gorey craint qu'il ne s'agisse de la méningite. Plus vite on jugule l'infection, plus grandes sont les chances de sauver le cerveau et le corps. Il effectue une ponction lombaire pour faire une analyse. Normalement, on dénombre 3 ou 4 globules blancs dans le liquide céphalorachidien. Dans ce cas-ci, il y en avait environ 10 000. Je n'avais même pas besoin d'attendre les résultats du labo. Nous lui avons immédiatement prescrit 2 antibiotiques et un stéroïde. On l'a mis sous perfusion et on lui a donné un sérum pour maintenir sa tension artérielle. Comme les médecins l'ont fait pour les 2 fillettes atteintes de méningite, ils font immédiatement transporter la patiente à l'hôpital pour enfants de Boston. Trois enfants ont été victimes de l'épidémie de méningite. Mais il y a quelque chose d'encore plus terrifiant à propos de la dernière victime. J'ai appris qu'elle ne fréquentait pas la même école que les 2 autres malades. Cela signifie que la source de la méningite n'est pas circonscrite à l'école Hennessy. Personne ne sait d'où vient la bactérie meurtrière et à qui elle s'en prendra la prochaine fois. Pour les autorités de la santé publique, il s'agit d'un développement de la maladie qui est inquiétant au plus haut point. J'ai reçu le téléphone le dimanche. Je disais, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? » Il faut trouver le lien entre les 3 cas avant que d'autres enfants ne se présentent aux urgences, à 2 doigts de la mort. À Lawrence, au Massachusetts, 3 jeunes filles luttent contre la bactérie de la méningite qui détruit peu à peu leur organisme. Les médecins et les autorités de la santé publique craignent de ne pouvoir identifier la source du mal avant qu'ils ne fassent d'autres victimes. À l'hôpital pour enfants de Boston,
Kayla Saint-Pierre, la fillette la plus atteinte, se bat contre les multiples complications de la maladie. Les médecins font venir une infirmière du service de chirurgie plastique pour trouver une façon de soigner ses membres. Elle voit tout de suite que le pronostic n'est guère positif pour Kayla. Ma première impression a été qu'il n'y aurait même pas de chirurgie plastique, parce qu'elle ne s'en sortirait pas. Pendant plusieurs jours, l'infirmière Heather Lorray surveille l'enfant étroitement. Chaque jour, j'étais surprise de constater qu'elle était encore parmi nous. Matin après matin, j'étais étonnée d'apprendre qu'elle avait survécu pendant la nuit. C'était une fillette très malade. Le bout de ses membres était violacé. Elle était sous respirateur. En discutant avec plusieurs infirmières du service, j'ai appris qu'on maintenait également sa tension artérielle. Il était évident pour moi que Kayla ne vivrait pas plus de 24 à 48 heures. Kayla était une battante. Elle était atteinte à plusieurs niveaux à cause de cette bactérie. La complication la plus dangereuse, c'est l'absence de circulation sanguine aux mains et aux pieds de la fillette. Nous ne sentions plus son pouls aux mains et aux pieds, ce qui est un des symptômes associés à la méningococcie fulminante. On ne décelait aucune activité circulatoire à ses extrémités. L'équipe qui traite Kayla s'aperçoit bientôt que la gangrène s'est installée dans ses membres. Si l'on ne restaure pas la circulation, on devra amputer. Pendant qu'elle luttait entre la vie et la mort, nous attendions de voir quelle portion de ses membres elle perdrait. C'était de plus en plus évident à mesure que les jours passaient. La maladie meurtrière est devenue le pire cauchemar des autorités de la santé publique. Après plusieurs jours d'enquête, on a obtenu davantage de questions que de réponses. Pourquoi la bactérie s'en est-elle seulement prise à des fillettes? Où se cache le foyer de l'infection? Y en a-t-il plusieurs? Qu'ont les victimes en commun? En examinant les quelques indices dont ils disposent, les agents apprennent que les fillettes se sont toutes trois rendues au même club de filles. Les personnes les plus à risque étaient donc les fillettes qui avaient fréquenté le club. Elles avaient été les premières exposées à la bactérie. Ensuite, les fillettes infectées étaient allées à l'école et elles avaient ainsi exposé d'autres enfants, de sorte qu'elles avaient rendu leur famille à risque, évidemment, mais aussi leurs écoles. Pour déterminer si d'autres enfants ont pu être infectés, les agents de santé publique doivent connaître le nombre de fillettes qui sont allées au club et avec qui elles ont été en contact. Cela voulait dire éplucher les listes provenant des écoles, les listes des personnes en contact avec ces gens et tous les contacts des fillettes qui faisaient partie du club de façon à établir la liste complète des personnes exposées. Nous voulions ratisser le plus large possible. Le temps commence à manquer pour trouver les élèves infectés. Un enfant peut présenter des symptômes de grippe à 14 heures et être mourant à 22 heures en salle d'urgence. Une fois que la bactérie frappe, elle progresse très rapidement. Nous avons donc contacté les parents de tous les enfants dont la température excédait 37 degrés pour les faire examiner. On doit faire connaître l'état de la situation le plus vite possible. Nous avons fait une apparition à la télévision le dimanche soir pour dire au public, si votre fillette a fréquenté le club au cours de cette période, vous devez l'amener chez son médecin et demander de lui prescrire un traitement préventif. Les hôpitaux sont submergés de personnes à la recherche d'antibiotiques. L'endroit était bondé de gens. Je n'avais jamais rien vu de tel. Toutes les personnes qui avaient un enfant à l'école, toutes celles qui étaient passées à côté d'une école en auto, tout le monde était ici, attendant une piqûre ou une pilule contre la méningite. Nous avons donc rapidement dû trouver une façon de nous occuper de tout ce monde. Nous avons soigné tous les gens inquiets. Nous avons pratiqué de nombreuses ponctions lombaires à l'hôpital. Mieux valait être le plus prudent possible. Nous examinions avec un soin particulier ceux qui avaient des symptômes. Dans le doute, nous leur prescrivions le traitement. La nouvelle se propage bientôt aux villes avoisinantes.
À Lowell, Natasha Garcia est très malade. Sa mère, Becky, craint pour sa vie. Son corps était couvert de taches violacées. Elle faisait 40 de fièvre. Elle était très faible, mais on ne savait pas ce qui lui arrivait. Les médecins croient qu'elle est atteinte de purpura rhumatoïde, une affection aux symptômes apparentés à ceux de la méningite. Il faut attendre la confirmation du diagnostic. Quand la mère de la fillette apprend par le bulletin de nouvelles qu'il y a épidémie de méningite, elle est terrifiée. Ils ont parlé des 3 petites filles atteintes de méningite à Lawrence. J'ai soudain pensé, la méningite? Cela m'a fait craindre le pire et j'en ai parlé au médecin parce que ma fille fréquentait ce club, elle aussi. Les médecins effectuent de nouvelles analyses et découvrent que Natasha est effectivement infectée. Ils espèrent que l'enfant leur fournira la clé pour trouver la source de cette maladie fulminante. Nous étions inquiets devant le nombre d'enfants infectés. En 4 jours, nous avons eu 4 cas de méningococcie. À la nouvelle du 4e cas, le public redouble de peur. Les autorités de la santé publique ne peuvent rien faire pour apaiser les gens. Tout le monde en parlait. Toutes les chaînes de télévision étaient là, les journaux aussi, mais nous n'avions encore aucune information sur la 4e enfant. Faisait-elle partie du même groupe ou non? La chose la plus importante quand on travaille au département de la santé publique, c'est de rester calme. La panique ne sert jamais à rien dans de telles situations. Dans les hôpitaux, on continue de tout faire pour s'occuper du flot continu d'enfants qui se présentent accompagnés de leurs parents pour se faire soigner. Je me demandais constamment ce que nous aurions pu faire d'autre. Quelque chose nous a-t-il échappé? Avons-nous oublié un détail important? Avons-nous oublié de parler à quelqu'un? Que pouvons-nous faire de plus? Les agents de santé publique de Lawrence ne pourront pas endiguer l'épidémie tant qu'ils n'en auront pas trouvé la source. Qu'est-ce qui a rendu ces fillettes malades? Comme elles ont toutes été hospitalisées à peu près en même temps, on peut en déduire qu'elles ont été exposées à la même bactérie. Quelque chose est arrivé pour donner à cette bactérie meurtrière l'occasion de les infecter d'un seul coup. Comme la maladie prend 2 semaines à se développer, on en déduit que les fillettes y ont été exposées au cours de la semaine de relâche. De nombreux enfants avaient fréquenté le club au cours de cette semaine de congé. Il y avait un autre centre pour enfants dans le même immeuble. Les enfants de ce centre ainsi que ceux du club de filles et de garçons prenaient leur repas dans une salle commune. De plus, comme il s'agissait d'une semaine de congé, des enfants avaient fréquenté d'autres écoles que la leur pour participer à des jeux. Cela signifie qu'il peut y avoir des enfants infectés dans des centaines d'écoles. Ils sont peut-être plusieurs milliers à répandre le virus mortel. J'étais inquiète de ne pas avoir rejoint tous ceux qui devaient être traités. Qu'arriverait-il si par malheur quelqu'un avait été exposé à la bactérie ou l'avait retransmise sans connaître les risques d'épidémie? Je craignais qu'il n'y ait d'autres cas, que nous soyons aux prises avec trop de nouveaux cas. Pendant que les représentants de la santé publique s'inquiètent du développement de l'épidémie, les médecins, eux, doivent faire face aux patients infectés, notamment à Kayla Saint-Pierre, qui repose toujours dans le coma. La bactérie s'est attaquée à son organisme et a interrompu la circulation sanguine. Elle lutte pour rester en vie. Malheureusement, certains de ces tissus s'étaient nécrosés en raison du manque de circulation. Nous devions amputer pour éviter que ça s'infecte. Les médecins sont contraints de lui amputer partiellement 8 doigts. Sa famille et l'équipe médicale espèrent ainsi lui sauver la vie. Quant aux agents de santé publique, ils craignent que le temps ne leur manque pour retrouver la bactérie meurtrière avant que d'autres enfants comme la petite Kayla ne soient atteints à leur tour.
Une semaine après le début de la crise de la méningite en Nouvelle-Angleterre, les médecins tentent de sauver la vie de la petite Kayla Saint-Pierre. La gangrène a déjà attaqué la plupart de ses doigts. Maintenant, elle s'en prend à ses jambes, qui sont toutes bleues. Les médecins craignent qu'elle ne perde son combat contre la maladie. Malgré tout, Kayla résiste toujours. J'étais impressionnée par sa capacité à survivre envers et contre tout. Même si elle était dans le coma, je venais lui expliquer ce qui arrivait et lui parler de choses et d'autres, la toucher ou lui masser la tête. L'équipe médicale espère épargner ses jambes le plus possible. Bridget, la sœur de Kayla, sait à quel point ce sera une catastrophe pour Kayla de les perdre. Kayla était très active. Elle faisait de la natation, du patin à roulettes, du vélo. Elle sortait avec ses amis. Elle n'arrêtait jamais. C'était une boule d'énergie. Pendant que les médecins tentent de freiner les effets dévastateurs de la maladie, les agents de santé publique tentent d'en trouver la cause. Ils sont perplexes. Qu'est-ce qui a pu infecter les fillettes? Impossible d'en être sûr pour le moment. Quand la 4e fillette tombe malade à son tour, elle leur fournit toutefois des indices. 2 semaines avant son hospitalisation, 3 d'entre elles étaient dans le même autobus scolaire à l'occasion d'une sortie organisée par le club des filles. La bactérie a dû faire son apparition au cours de cette sortie. Nous sommes parvenus à isoler le groupe de fillettes qui avaient voyagé dans le même autobus. Elles nous ont révélé qu'elles avaient utilisé le même brillant à lèvres. Les autorités croient avoir trouvé la source probable de la contamination. Un tube de brillant à lèvres. Ils n'arrivent pas à croire qu'un objet aussi anodin puisse être devenu aussi meurtrier. Comme la méningite a une période d'incubation de 2 semaines, les médecins devront attendre la fin de ce délai avant de déclarer la crise terminée, et ce, si aucun autre cas n'apparaît dans l'intervalle. Aucun d'entre nous ne savait ce qui nous attendait. Dans les 2 semaines qui ont suivi, je vivais dans la terreur d'entendre sonner mon téléphone. Au cours de cette période, nous avons eu une période de travail très intense. Vers la fin des 14 jours sans nouveau cas, nous avons commencé à respirer à nouveau, même si c'était toujours très intense. Les autorités ne se sont pas trompées. Il n'y a pas d'autres cas de méningite. Le meurtrier a été arrêté. La bactérie ne fera pas d'autres victimes. 3 d'entre elles se rétablissent. Certaines rentrent chez elles seulement quelques jours plus tard. Les autres ont eu surtout des taches. Mais leur tension artérielle était plus stable et nous n'avons eu qu'à leur donner un peu plus de sérum pour les maintenir. Le lendemain, nous avons enlevé le respirateur. Elles se sont réveillées peu après le traitement et étaient pratiquement revenues à la normale quelques jours plus tard. Nul ne sait pourquoi ces fillettes se sont rétablies aussi rapidement alors que Kayla Saint-Pierre a continué de subir autant de complications. Tous les organismes ne répondent pas de la même façon à la maladie. Certains systèmes immunitaires sont plus performants que d'autres. Une infection virale antérieure peut vous avoir affaibli, et quand arrivera l'infection bactérienne, vous y réagirez moins bien. Kayla est encore victime de problèmes circulatoires. À l'aide d'un appareil ultrason, les médecins tentent de trouver le pouls dans ses jambes. L'appareil permet d'évaluer la quantité de tissu nécrosé. Nous cherchons en fait la démarcation nette entre les tissus nécrosés et les tissus sains. Il n'y a aucun pouls dans les pieds de la fillette ni dans le bas de ses jambes.
Les médecins raniment Kayla. L'infirmière Heather Laurie doit lui annoncer la terrible nouvelle. Je lui ai dit, tes jambes sont très malades et elles empêchent le reste de ton corps de guérir, à moins qu'on te les enlève. Je lui ai dit aussi, nous allons te les enlever pour t'aider à guérir. Kayla s'est alors mise à pleurer et elle a tourné la tête. On l'ampute juste sous les 2 genoux. Une fois l'opération terminée, la courageuse enfant découvre que son combat ne fait que commencer. Quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que je n'avais plus mes jambes. Je savais que je les avais plus, mais je ne savais pas pourquoi. J'étais déprimée, bien sûr, et en colère. Avant, je pouvais marcher, faire du patin et tout le reste, et maintenant, je ne pouvais plus rien faire. Une fois rétablie, on transfère Kayla à l'hôpital Shriners de Boston pour entamer une rééducation qui durera plusieurs longs mois. Kayla a subi plus de 50 opérations au cours d'une période de 3 mois. Et elle a eu plus que sa dose de douleur. Cette fillette qui a subi tant d'épreuves doit maintenant faire face à une très grande détresse affective. Je prenais du mieux. Mes jambes et mes bras guérissaient et j'allais vraiment mieux. J'étais contente à l'idée de rentrer chez moi. Quand ma mère est morte, ça a été très difficile, d'autant plus que mon père ne pouvait pas s'occuper de moi. Je savais que je ne pourrais plus vivre avec eux. En fait, j'ignorais où j'allais vivre. Une fois encore, l'infirmière de Kayla vient à son secours. J'étais atterrée pour Kayla. Je me disais qu'elle en avait assez vécu comme ça. J'ai parlé avec sa sœur Bridget de ce qui allait arriver à Kayla quand elle quitterait l'hôpital. J'y ai longuement réfléchi et j'ai décidé qu'elle viendrait vivre avec moi. Après tant d'épreuves, Kayla a trouvé une nouvelle famille. Bridget m'a appelée pour me parler de la possibilité de vivre chez Heather. J'ai trouvé ça super. Après avoir raccroché, je suis allée à la salle de jeu pour annoncer la nouvelle à tout le monde. Quand Kayla est sortie de l'hôpital avec moi, elle était comme un prisonnier qui vient de recouvrer sa liberté. Elle éclatait de rire, chantait en chœur avec la radio, sortait sa tête par la fenêtre pour sentir le vent dans ses cheveux. L'attitude positive de Kayla lui a permis d'avoir une vie semblable à celle de n'importe quel adolescent. Je suis fière de plusieurs accomplissements physiques. J'ai eu beaucoup de mal à réapprendre à écrire, mais maintenant j'y arrive très bien. J'ai appris à faire du patin à glace et je peux faire du vélo et nager. Je peux même nager sans porter mes prothèses, ce qui est très difficile. J'ai aussi appris à faire de la planche à neige et du monoski. J'ai acquis beaucoup de maturité pour mon âge. Enfin, c'est ce que disent les gens. J'ai du respect pour les choses, pour ce qui arrive. Si vous vous brisez un ongle, vous ne devriez pas vous plaindre parce qu'au moins, vous avez des ongles. Moi, je n'en ai que 2. C'est difficile, mais j'ai appris à vivre avec ça. Ce que la mère de Kayla disait d'elle était vrai. C'est une vraie battante. C'est impossible de l'arrêter. La combativité de Kayla et les compétences de ses médecins lui ont permis de vaincre la bactérie mortelle qui s'était attaquée à elle. Cette vague d'infection au méningocoque aurait pu tourner à l'épidémie,
Mais grâce aux efforts combinés des représentants de santé publique et de la population, le pire a été évité. Cette affaire aurait pu dégénérer en une hystérie généralisée au sein de la population. Mais ça n'a pas été le cas. Nous avons transmis les informations et les gens nous ont écoutés. Les enfants de Lawrence qui ont été atteints de la maladie doivent leur vie aux hommes et aux femmes qui ont su faire échec à la bactérie meurtrière.